Donc merci beaucoup. Ça va être compliqué après Valérie de toujours garder un rythme voilà, très intéressant par rapport à la communication. Donc on a décidé avec Bénil, donc Matsine, de vous présenter une communication donc, sur le street art au Mozambique, donc une mise en scène, mise en exposition des récits décoloniaux. Donc c'est une en fait recherche qui s'inscrit dans un programme Culture et Territoire, donc qui est en cours. Donc c'est une recherche en cours qui consiste en fait à analyser les récits de territoire. Donc les récits de territoire, donc où il s'agit de comprendre à travers les écritures urbaines comment les acteurs du territoire, que ce soit des institutions, des citoyens, ça peut être aussi des entreprises, mettent en récit leur territoire, notamment à travers des formes artistiques. Donc la question de départ que l'on s'est posée, c'est comment le street art accompagne les discours sur ces récits décoloniaux au Mozambique et inscrit dans un récit de territoire, un récit de ville. Donc c'est une recherche qui s'ancre en sciences de l'information et de la communication, où le territoire est questionné à travers donc ces médiations. Donc selon Julia Bonacorsi et Sarah Cordonnier, considérer le territoire comme un territoire de médiation, ça veut dire en fait observer le territoire à travers ses discours médiatiques, ses stratégies d'acteurs aussi. Nous avons aussi cette approche, donc que ce soit les discours qui sont construits bien souvent aussi dans les stratégies d'acteurs. On va comprendre par exemple les entreprises qui vont écrire des récits des storytelling de leur histoire culturelle au sein du territoire. Donc c'est une approche qu'on a en sciences de l'information et de la communication qui va vraiment consister à regarder ce croisement, ce croisement de regards, observer ce croisement de regards sur les mises en discours du territoire. Et notamment ici, mise en discours à travers les formes artistiques. Alors, à travers cette approche, on va considérer le sens, comment se construit le territoire comme objet sémiotique, donc le sens que le territoire va créer à travers donc différents dispositifs et qui vont consister justement à avoir cette lecture de sémiotique, donc la mise en scène. Alors sémiotique, ça veut dire à la fois la mise en scène de l'écrit, mais cette mise en scène de l'écrit, on va l'observer à travers la logique médiatique de l'exposition, puisque le média, généralement en sciences de l'information et de la communication, va considérer les médias tels que les médias qui sont plutôt les médias écrits, médias de presse, médias télévisés. Mais ici, il s'agit d'analyser en fait la logique médiatique à travers l'exposition. Donc au sens de Jean d'Avalon, à savoir un espace de monstration, donc ostensif, comment l'exposition donne à voir des objets, de l'information. Un espace aussi symbolique, donc inférentiel, comment l'exposition crée du sens. Et à travers donc cette mise en exposition de la ville, c'est vraiment s'interroger sur l'idée de comment la ville se donne à voir, elle se dit, elle se raconte. Alors, dans ce sens, la ville peut être observée comme un nouvel objet muséologique, donc selon Stéphanie Vergniaud, un espace de médiation culturelle, donc comme si la ville pouvait devenir aussi un musée. Dans cette recherche en cours, donc sur le Mozambique, nous partageons donc l'hypothèse que la mise en exposition de la ville s'inscrit dans des récits décoloniaux à travers des écrits urbains comme le street art. Alors cette observation de la ville comme un espace de récit a déjà été effectuée au Mozambique dans des écrits. Alors l'écrit notamment de cet ouvrage urbain Escritas Urbanas, donc lire, écrire, agir dans la ville, qui a été mené par Béatrice Francael, César Coumbé et Francesca Colisino en 2015. Donc ici, les auteurs étudient donc les écritures urbaines comme des faits de langue. Donc la ville peut être vue comme un théâtre des langues, comme des écritures exposées, donc n'importe quel type d'écriture conçue pour être utilisée dans des espaces ouverts. Donc l'écriture vient s'offrir au regard de tous.
Les auteurs aussi proposent une description de l'écriture urbaine à travers des objets graphiques. Donc l'écriture urbaine est aussi objet graphique. Donc les écritures urbaines doivent répondre à des contraintes liées à leur environnement. Elles dépendent de techniques de fabrication qui vont de la gravure sur pierre à la peinture de lettres. Des écritures qui façonnent l'espace urbain, donc lorsque les habitants eux-mêmes bricolent une signalétique du pauvre, fabriquent un adressage sommaire, comment ne pas s'interroger sur ces gestes d'aménagement minimum du territoire? Et enfin, des écritures politiques. Donc, les écritures urbaines accompagnent toutes les révoltes, les révolutions, les contestations. En dehors d'événements remarquables, la ville demeure un espace politique. Donc, c'est plutôt sur ces derniers aspects des écritures politiques qu'on a posé notre regard, en essayant d'approfondir et considérant le street art au Mozambique comme des écritures politiques, en nous appuyant sur la définition du street art comme artiviste, selon Thomas Riffaut et Robin Recourt. Donc le street art est compris comme un art militant, engagé et engageant. Donc le corpus sur lequel on s'est appuyé est parti en fait d'un ouvrage, donc un ouvrage récent d'un collectif Maputo Street Art qui, lorsqu'on va observer déjà dans la préface, qui va présenter donc cette idée que l'art urbain a été l'un des véhicules artistiques de la communication sociale dans différents contextes et périodes historiques. Donc on pose déjà l'art urbain comme un fait social, donc comme un objet de communication sociale, et qui pourrait en fait raconter comment on va avoir ce croisement, ce regard entre l'art périurbain et l'art interurbain qui vont finalement s'opposer et être finalement des objets racontant en fait la manière dont la ville s'est construite à partir donc des années 70, dans un contexte, on va le voir, finalement de villes où ce qu'on va appeler la ville ciment, Xilungue, et la ville de ghetto, donc ville des canettes ghetto, donc de Caniço, qui se sont en fait construits dans justement ces récits décoloniaux, dans une approche effectivement décoloniale du centre à la périphérie. Donc la méthodologie qu'on a adoptée, donc c'est un terrain qu'on a effectué de mai à août 2023 et qui est toujours en cours. Hein. Donc c'est l'analyse historique du quartier. Analyse sémiotique des œuvres et leur mise en scène dans l'espace de la ville, des entretiens avec des acteurs, donc collectifs de Maputo Street Art, la population, chercheurs, des observations de sites guidés et ateliers menés autour du street art. Donc les objectifs, c'est de saisir le rapport entre le street art et l'engagement politique, saisir la notion de récits décoloniaux dans l'espace public de la ville et saisir la circulation des récits décoloniaux à travers des supports donc, de médiation culturelle. Donc, première approche de terrain qui a consisté à questionner donc, comment les quartiers se structurent autour du mouvement de la décolonisation à partir donc, des années 1970 au Mozambique. Donc, avec une organisation, comme je vous ai expliqué, autour de Cidade de Cimento, donc la ville de ciment, de ciment, donc le centre, ce qui est appelé le centre-ville en vert sur la carte, et les quartiers Béros, donc qui vont se structurer au service de la ville ciment. Donc ce sont tous les quartiers on va voir en couleur autour, orange, mauve, marron, autour en fait de la ville de ciment. Et la ville de ciment, c'est la ville dite des colonisateurs des Portugais. Alors, on s'est basé justement sur l'analyse de deux quartiers en particulier, le quartier de Mafalala et le quartier de Unidad 7, donc deux quartiers qui font partie justement, qui entourent cette ville de ciment. Et on a observé comment justement les écritures, le street art va raconter l'histoire du quartier, mettre en scène ces récits, bien souvent d'opposition entre une approche du fait social de la ville de ciment et de la ville des quartiers. Merci Nathalie. Je passe à présenter les caractéristiques du quartier de Mafalala, qui c'est un quartier qui
a beaucoup de mélange ethnique et culturel. Il y a des populations venant du centre, du sud et du nord du pays pour travailler dans le port de Maputo et aussi au service des familles portugaises. Et aussi, c'était un quartier de transit pour les hommes qui allaient travailler dans les mines en Afrique du Sud et qui laissaient bien sûr la famille, la femme, les enfants dans ce quartier. Mafalala aussi a reçu une très grande communauté comorienne qui venait pour travailler surtout dans l'entretien des navires et dans le commerce alimentaire dans le quartier, dans ce qu'on appelait des magasins qu'on appelait de cantinas, qui vendaient en fait tout ce qui est alimentaire. Mafalala est aussi un quartier regroupant le plus grand nombre de musulmans au Mozambique, bien sûr venant du nord, de Nampula et d'autres régions surtout. Donc il y a aussi à Mafalala une grande regroupement des artistes et une grande communauté métisse. Il y a ici un poème, par exemple, de José Craveirinha, qui est un des plus connus auteurs du Mozambique, qui dit « Mafalala, Mafalala », quartier des putes et des ouvriers, des commerçants et des serviteurs, un quartier des chemins creusés. J'ai fait moi-même la traduction. C'est un lieu de vie nocturne autour de la prostitution, de la musique populaire connue par Marabenta, et c'est aussi le centre des débats littéraires. Mafalala est aussi un lieu de diffusion des premiers journaux comme o Brado Africano et o Africano, s'adressant surtout à la population du quartier ou à travers des poèmes, des revendications politiques ou des poèmes révolutionnaires. La culture était surtout un vecteur de discours sur la décolonisation, comme dit Magalhães, l'affirmation des dignités, des identités à partir de la lutte contre les réalités d'exclusion sociale, culturelle, violence, manque d'habitation, de terre et de dignité. C'est-à-dire que tous les acteurs, tous les résidents de Mafalala avaient en commun voilà, ces discours de colonisation, surtout quand on parle de l'art. Donc, on retrouve aussi à Mafalala des figures artistiques et politiques très importantes comme José Craveirinha, écrivain, Noémia de Souza et les frères Albazine qui ont créé les journaux O Africano et o Brado Africano. Donc, c'est aussi le quartier qui crée un mouvement de décolonisation mené par les métis assimilés. Et là, je vais expliquer un peu comment la colonisation portugaise elle était basée sur la conception d'assimilation, qui était surtout une idée d'acculturation du peuple, c'est-à-dire que les Portugais divisaient entre indígenas et les assimilés. Et les indígenas, pour passer au niveau d'assimilés, il fallait savoir lire, savoir écrire et bien sûr s'habiller de façon n'est pas africaine, je vais dire. Voilà, on retrouve l'image ici, la valorisation de ce mouvement avec la fresque de l'artiste Shotby. Cette fresque, elle concentre les images de tous les artistes qu'on vient de parler, Noémia de Souza, les frères Albazine et José Craveirinha. Il y a dans ces fresques aussi un poème très important de Noémia de Souza qui est « Deixa passar o meu povo », c'est-à-dire « laisser passer mon peuple ». Noémia de Souza aussi, elle écrivait pour le journal O Brado Africano. Le quartier Unidade 7 qu'on a étudié, c'est vraiment un quartier, les caractéristiques du quartier sont des populations venant pour travailler dans les plantations agricoles autour de Maputo, dans les chemins de fer, dans l'usine du tissu, et notamment il y avait aussi dans ce quartier des assimilados et non assimilados. Ce quartier fait partie d'un ensemble de quinzaine d'unidades qui sont des lieux regroupant des écoles primaires pour la population noire et métissée et des petits logements loués aux Portugais. C'est-à-dire que les Portugais avaient des grandes maisons et derrière ces grandes maisons, il y avait des petites, je vais dire, des petites chambres pour la population noire et métissée. C'est aussi un quartier qui habité par une grande communauté Chope et Xangana, qui est une communauté du sud du Mozambique, qui a fait pratiquement le berceau de la culture de l'instrument timbila et des rythmes ngalanga.
Voilà, à travers les fresques d'Unidad 7, on a un discours plus contemporain sur la décolonisation porté par le collectif des jeunesses activistes dont les idées sont plus proches des développements menés par des épistémologies du Sud, comme on avait bien expliqué par rapport à l'écologie du savoir revendiquée par Boaventura de Souza, basée sur la reconnaissance d'autres types de savoirs à part le savoir académique, c'est-à-dire le savoir traditionnel. Et aussi comme la place de la parole, qui c'est une idée, une philosophie amenée, qu'on dit en portugais lugar de fala, amenée par Jamila Ribeiro, qui c'est une écrivainte féministe brésilienne et noire. Celui qui explique que celui qui est le mieux placé pour raconter une histoire est celui qui l'a vécu contre l'unicité de la parole rapportée sur une population. Voilà, les artistes d'Unidad 7 racontent à travers les fresques les histoires qu'ils vivent aujourd'hui dans le quartier. Les artistes ont aussi des fresques comme celle-là qui revendiquent l'unicité des représentations des héros nationaux. Donc, ils choisissent eux-mêmes les héros du quartier qu'ils représentent. Par exemple, l'héros qui est ici représenté, c'est vrai que c'est un héros du quartier, mais c'est quelqu'un qui est l'héros du quartier, mais aussi l'héros de l'artistique du Mozambique aussi. Aussi, on voit ici une fresque d'une dame qui est très connue comme quelqu'un qui prépare des médicaments traditionnels pour les enfants du quartier. Donc tout le monde connaît cette dame. Elle habite toujours dans le quartier et c'est vraiment quelqu'un qui s'y sent représenté, que les gens s'y sont représentés en voyant sa fresque ou son image. Certains membres du collectif de street art de Maputo ont indiqué aussi que le street art, c'est une affirmation des artistes considérés comme non reconnus par certaines institutions culturelles du centre-ville. Donc le quartier est l'expression de liberté contre le code culturel trop rigide à Maputo. Donc c'est aussi une alternative pour les artistes indépendants qui n'ont ni les moyens, ni l'accès aux galeries d'exposition dans le centre-ville. Donc les fresques sont aussi une lutte contre la structure administrative, représentent aussi une lutte contre la dégradation des valeurs sociales, comme vous pouvez voir dans cette fresque, qui montre l'importance du partage et d'éviter l'égoïsme. Les fresques représentent aussi la lutte pour une qualité et égalité de l'éducation, l'accès à l'éducation pour tous les enfants. Vraiment, en Unidad 7, on sent beaucoup cette question d'éducation pour les enfants. C'est très, très, très fort et très touchant. Et l'acceptation de la différence, l'éducation pour la santé, donc à l'époque de Covid, mais aussi il y a d'autres fresques qui représentent la préoccupation pour la santé dans ces quartiers. Et bien sûr, la protection de l'environnement, qui c'est un sujet tout à fait contemporain, actuel et important. Donc, c'est aussi une analyse des médiations culturelles et il y a des ateliers organisés par le mouvement Street Art pour aider les jeunes du quartier à exprimer leurs pensées. Voilà. Donc, les jeunes aussi du Street Art organisent des tours qui permettent les gens de visiter et comprendre un peu plus de ce quartier. Et pour la conclusion, je laisse Nathalie, s'il te plaît. Okay. Alors, c'est vrai que pour revenir un petit peu sur ce que Bénil a proposé, c'est que à travers en fait les différentes présentations que l'on a vues, les différentes images qui sont présentées ici, c'est que les discours à la fois sur la décolonisation qui sont présentés dans le quartier de Mafalala, les discours sont beaucoup plus orientés sur une approche, on va dire, de la mise en avant de discours populaires, mais discours populaires orientés autour des figures du métissage, des grandes auteurs en fait qui ont fait l'histoire de Mafalala. Je vais revenir sur cette fresque-là qui est importante sur Mafalala.
Pardon, excusez-moi, voilà, celle-ci. Donc, on voit ici, en fait, sur cette fresque-là, le poème de Noémia de Souza, c'est que, effectivement, la lutte, en fait, anticoloniale est inscrite au quotidien et sous le regard de la population. Et l'idée, c'est de vraiment véhiculer, en fait, cette histoire de la lutte à travers des images et pour avoir un regard sur ce qu'on va appeler cette recherche de l'africanité et d'un discours orienté autour de la liberté. Donc c'est une mise en scène qui va surtout mettre en avant le rapport à des figures littéraires qui ont marqué vraiment cette période de la décolonisation en Mozambique. Alors que sur Unidad 7, c'est vraiment un collectif qui est un collectif d'activistes, on va dire plutôt de jeunes activistes, et qui pour eux, l'important c'est vraiment de mettre en opposition à ces figures, ces héros comme disait Benilde, qui sont bien souvent choisis comme représentants la nation, l'élite en fait de la nation, c'est vraiment de se dire que par rapport au discours sur les épistémologies du Sud, que le discours effectivement sur la décolonisation n'est pas uniquement porté par des intellectuels. On peut faire aussi autrement, on peut être aussi acteur de notre histoire et au final avoir nos propres héros, et ces héros sont issus effectivement du quartier. Donc c'est un peu cette idée qu'on a voulu mettre en avant, et surtout par rapport à ce mouvement artistique, une ici des représentations qui est assez importante, c'est la satire du social. La satire du social est mise en avant, donc on voit ici avec la reprise de l'artiste Bransky, le singe en fait qu'il décline à chaque fois, This Government. Donc on voit qu'il y a en fait dans cette jeunesse contemporaine un désir d'exprimer autrement son rapport en fait à son identité africaine, qui est beaucoup plus orientée vers une nouvelle vision effectivement de l'Afrique, et puis plus revendicative et plus directe sur la satire sociale. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers donc, la citation de Shot B, l'idée de réaliser des peintures murales est précisément de transmettre des connaissances sur un mur qui puissent être partagées par des personnes qui n'ont pas accès aux écoles, aux musées et à l'éducation en général. Donc, le street art ici devient en fait un support, donc par sa mise en exposition dans la ville, va raconter en fait ces récits, que ce soit des récits décoloniaux, que ce soit des récits, en fait, on peut leur donner en fait toute la dimension que l'on veut, mais en tous les cas, ça devient un support de médiation visible qui va transmettre un message auprès d'une population au quotidien. Voilà.